Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce hors-série, j'ai le plaisir de vous présenter mon plongeon dans une pratique que je ne connaissais pas et n'avais encore jamais explorée, l'itinérance en trail. Bien qu'ayant déjà pratiqué la randonnée sur plusieurs jours, en autonomie complète, comme lors de ma traversée du GR20, en trail, je suis plutôt habitué aux entraînements à la journée, avec un retour au domicile confortable et douillet chaque soir. Mais mes échanges réguliers avec la marque Wise m'ont donné envie d'essayer autre chose, de vivre une aventure différente. Experte dans le matériel d'ultra trail, la technicité et la légèreté des produits Wise fait également de cette dernière l'allié idéal pour ce projet. Aussi, je suis allé récupérer mon équipement, mais surtout beaucoup d'expérience chez eux, dans leurs locaux, avant de me jeter à l'eau. Dans cette discussion, Guillaume Bocaz de Wise me dévoile comment lui organise ses itinérances en trail sur plusieurs jours et me conseille sur le matériel à utiliser. Après cet échange, je vous emmènerai avec moi dans les montagnes, au cœur de 100 km et 7000 mètres de dénivelé en Chartreuse, répartis sur 2 jours. C'est parti pour cet épisode hors série, ma première itinérance en trail avec Wise. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Je te remercie de m'accueillir à nouveau chez Wise. Et cette fois, ça va être pour une thématique un peu différente des précédentes. Alors les auditeurs retrouveront en ligne, s'ils veulent, l'épisode qu'on a fait ensemble sur le matériel et sur la vision de qu'est-ce que c'est que le matos pour Wise. Également l'épisode sur vos athlètes, puisqu'on a eu un moment d'échange avec des athlètes à vous qui venaient de faire les championnats de France de trail. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une thématique que moi, je ne connais pas très bien et qui vous tient particulièrement à cœur dans votre ADN de marque autour de l'ultra trail et de tout le matos et de la montagne, on va dire. C'est l'itinérance. Alors, moi, je suis super content de faire cet épisode parce que ce n'est pas quelque chose que je connais très bien, l'itinérance. J'en ai jamais fait. J'avais pas l'impression que c'était une pratique super développée et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qu'en fasse, mais je me trompe peut-être, tu vas nous en parler. Donc on va avoir 3 parties en gros dans cet épisode. Au début, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est l'itinérance pour vous. Ensuite, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on organise une itinérance, comment est-ce qu'on y va. Je vais faire ma première bientôt et comme souvent, on ne sait pas trop, en tout cas moi je ne sais pas trop comment faire. Donc je vais avoir besoin un peu de tes conseils pour savoir comment m'organiser, puisque tu en as déjà fait plusieurs, donc forcément ça va être de bons conseils je pense. Et après, on va prendre le matos et puis je vais aller en montagne, parce que c'est ça le but de l'itinérance à la fin, c'est pas de rester dans un bureau, c'est d'aller sur le terrain. Pour commencer cet épisode et pour les auditeurs, pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, je voulais te poser une première question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi l'itinérance ? Alors ça évoque pas mal de choses pour nous. Je pense que le premier, c'est une pratique qui est venue naturellement pour nous, mais on va dire l'élément fondateur a probablement été un trail par étapes qu'on a fait au Népal. On est allé faire le Solo-Khumbu Trail. C'est un trail qu'organisait Dawa Sherpa dans la vallée du Solo-Khumbu. Donc c'est un trail de 310 km et 20 000 D+. Donc tu as un gros morceau fait par étapes entre 20 et 30 km en altitude. Et donc quand on commence à se lancer sur ce genre de format, ça a été notre premier rendez-vous, mais tu te retrouves vite dans une dimension assez différente du trail que tu as l'habitude de partir, où tu vas courir quand tu pars à la journée, voilà, tu fais ta sortie, t'es rincé, tu rentres chez toi, et il y a assez peu de logistique en fait autour de ça. C'est vraiment une sortie trail. Et quand on partait comme ça sur 20 jours, il y a une notion beaucoup plus profonde sur le matos, sur ce que ça implique en termes de matériel et de gestion aussi de l'effort et de tous les à côté en fait du trail. C'est-à-dire que quand tu pars comme ça sur 20 jours en autonomie ou en semi-autonomie, tu es jamais chez toi en fait. Le soir, t'as pas forcément ta douche fraîche, t'as pas forcément et ça rajoute vraiment un côté aventure qui est hyper important pour nous, qu'on trouvait hyper cool. C'est aussi le fait de partir comme ça sur des longues distances ou sur des longs temps, c'est l'occasion de voyager. Et en fait, on a souvent pratiqué le trail avec Axel comme ça, sans appeler ça itinérance, mais de se dire, OK, on va aller découvrir une région, faire du tourisme, mais voilà, au lieu de... Et on va le faire en courant, parce que c'est vraiment ce qu'on aime et c'est la manière la plus cool de le faire. Et donc, au début, peut-être que quand on allait quelque part, quand on allait visiter un endroit qu'on ne connaissait pas, on avait plutôt tendance à rayer autour d'un camp de base.
Et ces dernières années, enfin l'année dernière, ce qu'on a commencé à faire, c'était aussi de se dire, en fait, on va essayer de partir vraiment d'avoir une approche qui va être plus, tu vois, d'essayer d'aller d'un point A à un point B. Il y a quelque chose d'assez grisant dans cette idée que, tu vois, t'es comme tu reviens à quelque chose de très fondamental dans le déplacement, tu vois, humain. Tu es un peu comme les chasseurs-cueilleurs, où tu dois aller d'un point A à un point B, tu essaies de le faire le plus rapidement possible. Et donc, il y avait cette sensation-là qu'on recherchait. Et tu vois, en essayant d'utiliser le moins de transport intermédiaire possible. Oui, parce qu'au final, imaginons tu as un sommet, je rebondis là-dessus, mais tu as un sommet qui t'intéresse, qui est pas loin de chez toi, enfin qui est loin de chez toi, tu as deux options. Soit tu y vas en voiture et tu vas au sommet, puis tu reviens, puis tu reprends ta voiture, tu rentres chez toi. Soit tu décides d'y aller, par exemple, sur un week-end, et en 2 étapes, la première tu montes, puis tu rentres chez toi le lendemain. Ouais, carrément. Enfin, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'une notion vraiment pure de l'itinérance, ce serait de se dire, tu pars de chez toi avec ton pactage, et je sais pas, peut-être éventuellement tu montes dans un train ou tu fais du stop, t'arrives à un endroit et t'essaies de rentrer à la maison en passant par les montagnes. Donc voilà, il y avait cette envie-là. Et puis, donc ça, c'est quelque chose on a pratiqué et qu'on trouve assez fabuleux. Et je pense que d'autres personnes ont peut-être pratiqué l'itinérance, enfin ce qu'on appelle l'itinérance, mais peut-être par un autre biais, moins dans une logique de voyage ou de découverte, mais peut-être aussi dans une logique de préparation d'un objectif. Et donc, je sais pas si tu as déjà préparé un UTMB ou tu as une épreuve de l'UTMB, mais par exemple, si tu vas faire la reco de l'UTMB et que tu la feras probablement début août, en fait, nous on l'avait fait l'année dernière, Axel avait fait la reco de la TDS, tu vas croiser énormément de trailers qui sont partis faire la reco du parcours sur 3-4 jours. Et pour nous, ça, c'est de l'itinérance. Donc, ils font leur reco et leur week-end choc, on va dire. Exactement. Et donc, c'est aussi l'occasion de faire du week-end choc. Ouais. Donc, voilà, pour moi, voilà, quand on parle d'itinérance, on parle pour moi, cette discipline, cette extension du trail qui consiste à partir sur plusieurs jours de chez toi, soit pour faire aller d'un point A à un point B, mais l'idée, c'est de faire plusieurs jours de trail consécutifs en ayant tout ton matos, en étant pas forcément en totale autonomie, mais au moins en semi-autonomie, c'est-à-dire que tu as un endroit où dormir. Et donc, du coup, alors là, j'aime beaucoup l'idée parce que tu as 2 options de voir l'itinérance. L'option voyage et revenir à quelque chose de fondamental pour se déplacer en montagne. C'est un peu la première partie de ta réponse. Et l'option performance, où tu peux utiliser l'itinérance comme je vais l'utiliser moi dans la deuxième partie de la vidéo, à savoir préparation d'une course, week-end choc, et j'en profite pour faire... Les deux sont pas incompatibles. Et non, bien sûr. Et tu peux avoir au milieu un espèce de mélange des deux où tu vas découvrir quelque chose, ce qui va un peu être mon cas. Je vais découvrir une zone de la Chartreuse, on en reparle après, mais que j'ai jamais pu aller voir parce que c'est loin. Et je suis pas très fan de prendre la voiture pour aller au départ du trail, donc j'y vais pas. Et donc en fait, tu peux combiner les deux, préparer ta course et aller découvrir un endroit que tu connais pas. Et en fait, à un moment donné, on hésitait. Enfin, tu vois, on s'est pas mal. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu véhiculé par les autres marques. Et donc, on va dire, on n'a pas forcément encore le lexique ou les mots qui vont dessus. On utilise souvent le terme itinérance. À un moment donné, on s'est même posé la question peut-être d'appeler ça plutôt du trail nomade. Ouais. Tu vois, mais en tout cas, il y a cette notion pour moi de voyage qui est hyper intéressante, de se dire que en fait, on pourrait voyager en courant. Et de passer beaucoup de temps en montagne. Est-ce que la question qui me vient en tête là quand tu parles de ça, c'est est-ce que sur les itinérances que tu as réalisées jusqu'à aujourd'hui, tu as retrouvé des parallèles forts avec les ultra-trails que tu as pu vivre durant des ultra-trails en compétition que tu as pu faire, en termes de durée d'effort, en termes de gestion, en termes de fatigue? Est-ce que tu as fait des parallèles? La vision un peu performance, là, m'intéresse, mais est-ce que tu as pu faire des parallèles entre les deux? Alors forcément, tu vois, là, tu m'as rapidement parlé de ton parcours. Si tu vas faire 8 heures de course, forcément, tu rentres tu travailles des zones d'effort que tu ne peux pas travailler, enfin, qui te permettent de simuler un effort long. Et parce que si tu fais 2 fois 8 heures consécutives, tu vas dire sur une journée choc, tu pourras jamais arriver dans ces zones de fatigue. Et donc, bien sûr, il y a un parallélisme. Après, moi, personnellement, c'est pas la partie que je vais vraiment chercher quand je vais faire l'itinérance. Je trouve qu'il y a un côté... je trouve qu'on n'est pas du tout obligé d'aller chercher cette notion de performance pour prendre du plaisir. Moi, ce qui me fait vraiment vibrer, mais c'est très personnel, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est plus le côté découverte, aventure,
le fait de tout l'avant, la prépa de ton projet, ce que tu vas vivre dedans. Il y a quelque chose de très différent, je pense, avec un ultra. C'est que, contrairement à l'ultra, moi, je trouve qu'une étirance réussie, elle est quand tu as des très forts contrastes entre ta journée et le soir où tu arrives, tu as ta récupération. Et tu vois, je trouve que c'est ce contraste-là que je vais chercher à cultiver dans mon itinérance. De me dire, OK, je vais faire un truc un peu qui va me pousser un peu dans mes retranchements. Et comme ça, et par contre, le soir, je vais essayer de prendre un hôtel ou un refuge ou un truc où je sais que ça va être super cool. Et et tu vois, le fait de se dire que tu fais une grosse journée bien méchante ou bien forte, où en même temps que tu voyages et que tu arrives le soir et que tu as le repos, tu as un bon repos, tu as une soupe chaude alors que tu as eu super froid toute la journée, tu as un endroit où tu es à l'abri des intempéries, tu peux prendre une bonne douche chaude, voilà. Pour moi, et tu as un bon repas, tu vois, bien généreux. Je trouve que ça participe ça participe à la réussite de ton itinérance. Voilà, c'est vraiment ça que je cherchais. Je vais peut-être faire des parallèles qui sont... Je m'en rendrai compte ce week-end, mais des parallèles qui sont pas corrects. Mais j'ai fait le GR20 en randonnée. Et donc très chargé, autonomie complète, tente, etc. Donc qui n'est pas encore l'itinérance dont on va parler aujourd'hui, qui est plutôt une itinérance trail. Mais il y a des parallèles que tu dis, pareil, je me souviens des journées où on a pris des pluies torrentielles et tu arrives au refuge, il reste de l'eau chaude. Tu peux te doucher juste dans une petite douche pas ouf, mais tu as de l'eau chaude et tu peux le changer. Et ça le contraste est super fort. Et en fait, bon, tu vois, c'est vrai que ça se rapproche en termes de sensations à ce qu'on pourrait vivre en randonnée. Mais là où il y a une séparation forte, c'est que l'objectif ici, c'est de courir. Et c'est de vivre les sensations du trail. Et je pense que cette prise de conscience que, OK, il y avait une discipline à créer, de faire de l'itinérance, elle est venue l'année dernière quand on a commencé à avoir une tenue Wise complète. Parce qu'en fait, la particularité de ce qu'on a développé comme produit, ce sont des produits qui sont hyper légers. Tu commences à les connaître, c'est des produits hyper légers, hyper compacts. Et en fait, on s'est rendu compte, quand on allait faire un week-end choc, qu'on a eu cette prise de conscience qu'en fait, le matos qu'on avait développé, on arrivait à avoir une tenue complète pour la journée et le soir, qui rentrait dans un sac de trail, un vrai sac de trail, pas un sac de randonnée, un vrai sac de trail, et qu'on arrivait à partir avec 3 kilos sur le dos. Tu vois, ce qui n'est pas grand-chose avec la nutrition. Sur 2 jours, on arrivait à partir avec peut-être même moins de 3 kilos. Et du coup, retrouver les sensations de ce que tu vas pouvoir avoir quand tu vas faire une sortie trail à la journée, mais multiplié sur plusieurs jours et avec cette sensation de voyage ou d'aventure comme tu peux avoir en randonnée. Comme je te l'ai dit, moi, j'en ai jamais fait d'itinérance. Tout ce que j'ai fait, et je saisis bien la distinction que tu viens de dire entre randonnée et trail itinérance, qui est quand même très différente, puisque si je prends l'exemple du GR20, moi j'avais 22 kilos sur le dos. Là, on parle de 3-4 kilos à trimballer, donc il va quand même y avoir une énorme différence. Il y a plein de questions que je me pose, moi, sur comment est-ce que je vais m'organiser, en termes de logistique, et que j'aimerais bien savoir, vous, quels sont tes tips pour moi et pour les gens qui nous écoutent pour faire une bonne itinérance, mais également en termes de comment tu es organisé, en termes de portage, de matériel que tu utilises, de nutrition, qui sont plutôt de l'aspect... c'est de la logistique aussi, en fait, je pense. Donc, il y a tout ça qui m'intéresse. La première question que je me posais, c'était si on parle vraiment purement d'organisation en amont, je propose qu'on fasse dans l'ordre où les choses vont venir. En amont, là, j'ai un peu l'idée de la trace que je veux réaliser. Toi, comment tu vois les choses quand tu vas tracer quelque chose dans l'itinérance? Comment tu choisis ta trace? Comment tu fais pour planifier ça? Alors, le premier point, souvent tu as peut-être souvent des idées d'endroits que tu as envie d'explorer, des régions que tu connais pas et tu trouves ça cool. Aussi, tu peux le faire en fonction de la météo et de la période. Nous, souvent, tu vois, en pré-saison, on va plutôt aller... on a visé, sur les 2 dernières années, on a visé plutôt le sud-ouest. Tu vois, on aurait pu aller en Bretagne aussi, peut-être, mais tu vois, des zones où on est plus en pré-montagne. Et où il n'y a pas de neige. Où il n'y a pas de neige, voilà, ou en tout cas très peu. Donc du fait de nous, on a une affinité, on a de la famille dans le sud-ouest, donc on va souvent dans le Pays Basque en pré-saison. Tu vois, là, la dernière itinérance, on l'a faite en mars. Okay. Et un dernier bloc en mars.
Mais après, voilà, tu vas pouvoir aussi, plus tu vas arriver dans l'été, plus tu vas commencer à aller chercher des choses dans les Pyrénées ou les Alpes, en tout cas si tu restes en France. Une fois que tu as ciblé ton spot, généralement, ce qu'on fait, c'est que donc on a souvent un objectif de 2 ou 3 jours qu'on a en tête et une distance globale qu'on veut faire. Je trouve qu'un bon moyen de dégrossir ta trace, c'est d'aller regarder Alors, nous, on regarde sur Traces de Trail, souvent, parce que tu as souvent les courses, des courses de 100 km ou tu vois, 160, les différentes courses qui sont des bons formats, des bons tracés de base pour pouvoir construire une itinérance. Donc ça va souvent nous servir à repérer les lieux d'intérêt. C'est cool de s'appuyer sur les courses locales parce que généralement, ils font en sorte de passer par tous les lieux d'intérêt. Alors je me permets juste de rebondir là-dessus parce que la trace que j'ai choisie, j'avais 2 options. Il y en a 2 qui me plaisaient. J'en ai pas choisi une parce que j'avais peur qu'il y ait trop de neige en haut des cols, parce qu'elle était assez haute. Mais c'était sur le 100 km des Matézins, donc qui est une course que j'ai trouvée et je l'ai trouvée sur Open Runner. Moi, peut-être que l'application, je pense que sur les 2 applications, tu peux trouver les 2, mais c'est exactement la première option que j'avais. C'était exactement ça. J'ai trouvé la trace des 100 km du Matézin sur l'application. Je me suis dit, 100 km, ça fait déjà une bonne trace, tu vois. Ouais, carrément. Donc ça revient à ce que tu disais. Je pense que c'est un bon moyen de construire ton projet. Après, tu vas rentrer dans le détail de ton truc, c'est qu'il faut que tu saches combien de kilomètres ou à peu près de temps tu es prêt à consacrer par jour sur ton projet. Ça dépend des phases de ton bloc, ou de tes objectifs. Et c'est à ce moment-là que les choses va falloir être un peu plus précis sur le tracé parce que alors il y a plusieurs configs d'itinérance, mais celle dont on parle, en tout cas celle que nous on pratique et qu'on trouve le plus facile à mettre en œuvre, c'est celle où tu as un refuge. Enfin, tu peux capitaliser sur un refuge et tu n'as pas besoin de transporter ton duvet. C'est-à-dire que soit des refuges, soit des hôtels. Mais il faut que tu n'aies pas à transporter ni ta bouffe pour le soir, ni ton couchage. Donc maintenant, il faut que tu construis sur cette trace-là la trace en détail qui va te permettre d'aller d'un hôtel ou ton lieu de départ jusqu'à ton prochain hôtel. Voilà. En lieu de sommeil. En lieu de sommeil, exactement. Donc parce que c'était une question que je me posais, en lieu de sommeil, tu as globalement 3 options. Enfin, moi, j'en ai inventé une 4e, mais à la base, tu as 3 options. Enfin, inventé. Tu as 3 options, c'est hôtel, gîte, refuge. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Airbnb, si tu dors dans une ville, j'imagine. Oui, c'est vrai que tu peux avoir le Airbnb. Moi, là, j'ai pris l'option sur l'itinérance de dormir avec ma compagne qui me rejoindra le soir avec la voiture et la tente de toit. Donc, parce que je voulais aussi la faire participer à tout ça. Elle court pas, mais elle est contente de vivre le moment, par exemple, soir, en montagne, etc. C'est peut-être aussi une façon de faire participer un conjoint qui aurait envie de... Carrément. Par exemple, qui ne court pas et qui a envie de quand même participer un peu à l'aventure. Dormir à un col... Ouais, carrément. Alors, on pourra en reparler aussi sur le format de l'itinérance, mais... Donc là, toi, tu pars en solo? Ouais, je pars en solo normalement. Okay. Il y a 9 chances sur 10 que je parte solo. Je trouve ça cool quand même. Enfin, en tout cas, moi, dans le plaisir que j'ai eu dans l'itinérance, c'est que je trouve que c'est un moment que tu partages entre potes. Ouais. Mais c'est peut-être aussi d'une appétence pour ce que tu aimes vivre en montagne. Je sais que moi, ou en course, que ce soit en course ou en montagne, moi, j'aime bien passer du temps seul. C'est un moment où je peux m'isoler. Parce que moi, j'aime ça. En course, ça va être pareil. Je suis pas du tout le genre de coureur qui va trouver quelqu'un sur une longue distance et passer du temps avec la personne. Je suis plutôt le genre de coureur à vouloir soit me détacher de celui qui vient de me rattraper, soit vraiment dépasser celui que je viens de rattraper. Je préfère être seul. Okay. Mais après, en fait, je pense qu'il y a plein de façons d'aborder la montagne et donc c'est peut-être lié au fait que moi, j'aime bien passer du temps seul. Et du coup, tu me diras. Mais je trouvais ça. Moi, du coup, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai toujours fait avec Axel. Ouais. Et tu vois, il y a ce côté en tout cas, de mon côté, ce que j'aimais, c'était ce côté, tu partages un moment, à 2 ou 3. On l'a fait avec Ben aussi, un moment, on a fait une itinérance on était 3. Okay. Et il y a ce côté, je pense que le soir, tu retrouves, tu vois, le fait de débriefer la journée et tout. Mon GR20 était à 3 par contre. Donc, et j'avais ces moments-là qui étaient extrêmement plaisants. Donc on revient à la trace. À la trace, du coup, sur la trace, moi, généralement, ce que je vais faire pour pouvoir tracer le truc, c'est que je vais... généralement, souvent, on a toujours fait, on essaie de faire soit des hôtels, soit des auberges. Si on n'avait pas des refuges, quand on avait fait notre itinérance dans les Pyrénées, pour le coup, on savait que ça allait forcément être des refuges. Ouais, okay. Donc là, tu prends la carte des refuges et tu vois où c'est, et tu essaies de situer ça à peu près sur ton parcours, et donc de voir lesquels ça pourrait matcher.
Autre option, ce que je fais, c'est que je vais sur Booking, si c'est des hôtels, et généralement, je regarde par carte. J'utilise l'option carte, avec, je mets mes filtres avec mes critères, et je fais apparaître, je vois à peu près où passe la trace, et ça me fait apparaître quelles sont les options de... Tu vois, genre, sur Booking, tu as aussi tu peux avoir des gîtes dedans, et donc ça fait apparaître tes potentielles options sur le parcours de logement. Et en fonction de ça, et tu as un petit yo-yo à faire, en fonction de ça, je complète avec l'option, moi je le fais souvent avec Strava. Pas de partenariat avec eux, hein. C'est la fonction, ils ont une option sur leur fonction payante, sur l'abonnement payant, donc tu peux tracer, que je trouve très cool. Par exemple, tu vois, si je partais d'Annecy, je prendrais l'option tracer de carte, et tu vois, je sais que... Alors, attends, par exemple, je pars d'Annecy et je veux aller dormir à Doussard, et tu vois, tu peux simuler ici, faire une trace, tac, et il te calcule automatiquement des traces potentielles, et tu arrives à voir en fait très rapidement combien de dénivelé et combien de kilomètres ça fait. Et donc je fais le yo-yo entre la carte Booking, où je vois si la trace que j'avais prévue, tu vois, si j'étais parti sur un 100 km, je vois si le 100 km passe à côté de l'hôtel, j'essaie de tracer, voir si ça me donne bien la portion que j'avais prévue. Je vais faire une portion de 40 km le jour 1. Est-ce que j'arrive à faire mes 40 km ? Ah non, j'arrive seulement à 30, mais c'est le seul refuge cool. Dans ce cas, est-ce qu'il y a des points d'intérêt que je vais aller chercher ? Et donc j'adapte comme ça le tracé. Et du coup, alors ça rejoint un petit peu ce que moi j'ai fait, puisque je me suis retrouvé avec une première trace, donc je suis pas très loin de la bonne pratique, je crois, c'est à peu près ce que j'ai fait. Et j'ai eu l'inverse, moi, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ces 5 points d'intérêt. Et quand je l'ai tracé, je suis arrivé à 80 km le premier jour, j'étais genre, attends, non, je peux pas faire ça, donc j'ai dû plutôt en enlever. Mais donc c'est une alternance entre où est-ce que je vais dormir, les traces qui existent déjà, et les points d'intérêt par lesquels tu aimerais passer. Et après, tu as des outils comme Strava, comme OpenRunner, comme Komoot également, qui existe maintenant et qui est gratuit dans la région où tu t'inscris. Pour les auditeurs, ça peut les aider, où tu peux en fait avec tout ça jongler avec tes traces et le faire. D'ailleurs, Suunto aussi, je crois, te permet de faire des tracés et de modifier des tracés. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont aussi un outil de cartographie. Enfin bref. Personnellement, je les connais pas, mais j'imagine que c'est tout à fait possible avec ces outils-là. Donc nous, de notre côté, c'est ça. Généralement, c'est mix trace de trail et Strava, plus Booking, qui nous permet de situer le logement, qui est très important, parce que je pense que si tu veux chercher ton contrat, s'il faut trouver un logement cool, tu vois, qui match bien. Et si possible, peut-être pour te faciliter ce dont on va parler juste après, pour te faciliter un peu la vie, si tu as un logement qui en plus c'est dans une petite ville, un petit village où tu vas avoir une petite supérette ou quelque chose comme ça peut aussi t'aider en termes de ce que tu vas transporter et donc t'aider à alléger ton sac. Ouais, carrément. Ouais. Donc voilà, maintenant, est-ce que tu as checké la météo ? J'ai regardé sur Google, globalement la météo. Après, j'ai une Black Shell 3, donc je peux, au pire, je prends un mauvais temps météo. Mais toi, comment tu fais pour vérifier la météo ? Avant, regarder sur Google. Tu vois, après, quand on a fait notre itinérance dans les Pyrénées, on a eu une météo qui était peu clémente, mais le truc était planifié longtemps à l'avance. Et on pouvait juste reculer ou avancer d'un jour. Et c'était soit on le faisait, soit on le faisait pas, quoi. Et donc, oui, il a fallu qu'on soit très précis sur la météo et savoir si, en fait, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il allait neiger ? Là, on allait passer. Est-ce qu'on allait pouvoir passer avec l'enneigement ? Est-ce que on ne prenait pas trop de risques en termes de météo ? Alors, je ne suis pas météorologue, hein, donc c'est vraiment comme ça que je planifie, moi, de mon côté. Mais en tout cas, de notre côté, ça avait été quand même assez précis et c'est maintenant comme ça que je regarde quand j'ai des doutes. Tu vois, c'est vraiment, je pense que c'est intéressant d'être précis sur la météo quand tu sais que ça va, tu vois, que la météo n'est pas hyper favorable. Si tu as grand ciel bleu, il n'y a pas de sujet, tu vois. C'était mon cas, annoncé grand soleil, zéro problème sur les 2 jours, donc c'est peut-être pour ça que je peux aller chercher plus loin. Donc là, si tu as une météo, tu vois, je vois que par exemple, ils annonçaient ils annoncent demain orage. Là, typiquement, je vais sur le site que j'utilise, c'est Météo Blue. Parce qu'en fait, ils ont un truc super cool. Donc là, tu vois, il y a... si tu regardes le site Météo Blue, donc tu vois, ils te donnent les précipitations, la force du vent, la température ressentie. Et alors, surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont un outil qui s'appelle... donc, tu vois, dans prévision et multimodèle. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, tu sais, les prévisions qu'ils te donnent, c'est toujours un peu une moyenne des différents modèles météorologiques qu'ils peuvent te donner, enfin, qui existent. Et
Et donc, c'est assez intéressant quand tu vas dans multimodèle, tu peux voir l'intégralité de ce que donnent les différents modèles. Donc, ça donne un peu une idée des consensus qu'il peut y avoir sur la météo. Et si tu vois qu'il t'annonce qu'il y a un peu de pluie, mais qu'en fait, il n'y a qu'un seul modèle sur 14 qui te dit qu'il va y avoir de la pluie, ok, ça te permet de mieux te préparer à ce qui va se passer. Et donc, tu vois, là-dessus, donc ils te font la prévision 3, 5, 7 jours. Et donc là, tu vois, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est la précipitation et la température ressentie pour savoir à peu près comment tu vas t'équiper. Donc là, toi, tu vas où? Autour de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Tu pars quand? Je pars samedi matin. Il faudrait aller sur la prévision à 5 jours. Est-ce que je l'ai? Il faut le modèle payant. J'ai pas le début de samedi, là. Là, j'ai pas encore. Mais tu vois, du coup, là, sur vendredi, je vois que du coup, il pleut. Ouais, imaginons, je pars vendredi. Et là, vendredi, moi, ce que je vois, c'est que tu vois que tous les modèles convergent vers le fait que, en fait, tu vas être à peu près au sec entre 6h et midi. Mais qu'à partir de midi, tu vas avoir quand même de l'ordre un peu moins d'1 millimètre de pluie. Donc, ça reste vraiment une petite bruine tout à fait supportable avec un produit déperlant, ça suffit. Par contre, tu commences à passer les 3 mm de pluie là, à partir de vers 18h, 18-19h. Donc là, tu sais que ça va te permettre d'adapter aussi ton projet. Peut-être qu'il vaudra mieux que tu partes à la fraîche, tu vois, à 3-4 heures du mat. Pour être sûr de ne pas te retrouver à 18h sous la flotte, sauf si tu n'as aucun problème avec le fait d'être mouillé. Mais si je préparais la TDS 2023, ça aurait été OK de se préparer à la pluie. Mais du coup, voilà, c'est je trouve, vraiment un truc hyper intéressant, surtout si tu pars sur 3 jours. Parce que le sujet numéro 1 sur sur l'itinérance, c'est d'avoir le sac le plus léger possible. Et du coup, il faut être précis sur ta prépa, quoi. Et tu vois, le but, c'est pas de partir avec le poncho, la black shell, ok, la tente au cas où je reste bloqué, le truc, tu vois, c'est vraiment d'avoir un sac qui est bien optimisé. Et bah du coup, donc Météo Blue pour la météo, et le multimodèle, ça c'est noté, je pense, je le mettrai au pire en lien dans la description de l'épisode. Tu viens de soulever un point, moi, qui m'amène à la question que j'avais juste après. Comment vous gérez la nutrition pendant l'effort? Parce qu'on parle d'optimisation du poids. Tu as des aliments qui sont beaucoup plus lourds pour certains nutriments que d'autres. Donc vous, comment vous posez cette question quand vous préparez l'itinérance sur ce que vous allez manger? Sur les premières approches qu'on a eues, du coup, on a une approche qui était un peu celle qu'on pourrait avoir tu vois, quand on prépare de la performance. C'est-à-dire de regarder le nombre de glucides que tu es censé consommer théoriquement par heure et ensuite d'essayer de préparer un pactage où tu as le nombre de... La bonne quantité de glucides et tu vas voir qu'en faisant ça, déjà, tu charges à fond ton sac. Donc toi, tu me disais que tu avais 2 kilos là, sur 2 jours. C'est ça. C'est l'approche que j'ai faite. Je me dis que généralement, sur 8 heures, je mange X gel, X bar, X boisson. Si j'ai pesé ça, je me suis dit, sur 2 jours, ça fait quoi? Ça fait à peu près 2 kilos. 1,7 kg exactement. Du coup, j'aurai 1,7 kg de bouffe dans mon sac. Et j'ai cru comprendre que toi, tu l'insérais vraiment dans un bloc et que tu avais une notion de performance associée à ça. Dans la pratique, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que surtout, ça marche pour 2, mais 3 jours. Nous, 3 jours, c'est le format un peu idéal pour nous. Franchement, le premier jour, tu bouffes bien, tu arrives à bouffer tes gels. Le deuxième jour, tu commences à en avoir vraiment ras la casquette. Tu as envie de... moi, je sais que la plupart de la nutrition que je prenais, au final, je l'ai laissé dans le sac parce que j'en avais marre de bouffer des gels, en fait. Okay, ça passait plus... tu vois, j'étais écœuré. C'est pas que ça passait plus, mais c'est que j'étais écœuré. Et au final, maintenant, plus j'avance dans les projets d'itinérance et plus j'ai une approche qui est... pour moi, j'ai 2 choses que je vais essayer d'avoir dans ma nutrition. Ça va être une très grande variété d'aliments. De choses très différentes, de marques différentes, pour pas me lasser. En termes de goût? En termes de goût. En termes de goût et de texture. Donc, tu vois, je vais prendre à la fois du solide, des trucs très gourmands, des trucs salés. Tu vois, essayer d'avoir vraiment une très grande variété. Parce que vraiment, au bout de 3 jours, même si, tu vois, tu me dis que tu vas manger Morten et que tu fais du gut training, etc., je t'assure, au bout de 2 jours, t'en auras... Mais il y a des marques, moi je sais que j'utilise pas mal Never Second, et les produits Never Second, et par exemple dans les gels, il y a 5 goûts différents. Donc peut-être que déjà ça répond à une des problématiques que tu soulèves. C'est-à-dire que déjà, si tu pars avec un goût sur 2 jours, ça arrive, même si c'est ton préféré, ça risque de coincer un moment. Et même ça, tu verras. Ouais, c'est possible. Okay. Et du coup, il faut tourner avec encore plus de choses. Ouais, moi je trouve que c'est cool d'avoir vraiment des marques différentes parce qu'en fait, même si les goûts changent, les textures ou le fond du produit restent à peu près le même. Oui, c'est vrai.
Et tu vois, moi, j'avais plusieurs produits, plusieurs variantes de la même marque. Et en fait, tu finis par être écœuré, tu as envie de bouffer des choses. Après, en plus de ça, généralement, on a remarqué que nous, quand on le vit, l'itinérance, c'est plus on le vit comme, tu vois, une aventure. On n'est pas forcément dans une logique de chrono ou de temps. Et je trouve que souvent, en fait, plus ça va et plus j'ai envie de prendre le temps de m'arrêter dans des lieux d'intérêt, tu vois. Et je trouve que ça fait partie du kiff de faire des très longues journées. Tu vois, je vais vouloir faire des très longues journées de 8-9 heures. Mais par contre, je vais pas hésiter pendant cette journée-là à m'arrêter dans une auberge et m'éclater une tarte à la myrtille ou, tu vois, prendre du fromage dans une auberge, manger un morceau de fromage. Et en fait, quand tu as mangé plein de gel pendant toute la journée ou pendant 2 jours, à la fin, systématiquement, sur toutes les séances qu'on faisait, à la fin, ça finissait toujours où ce qui passait le mieux, c'était du fromage. Tu vois, et je m'arrêtais. Et du coup, on s'arrêtait dans les auberges, on prenait des trucs un peu comme ça de manière opportune, ou un panini, tu vois. Ouais, mais je pense que sur du très long, même en ultra, alors là, je parle plutôt des courses longues que j'ai faites, mais je pense qu'il y a un parallèle à faire. C'est si tu manges beaucoup de sucré, il y a un moment, tu as envie de manger vraiment du salé, vraiment en termes gustatifs, quoi, sur des courses longues que je fais, moi, quand j'ai de l'assistance, j'ai une purée salée parce que j'ai de la chance. Et je pense que ce qui me plaît, c'est vraiment le goût salé pour reset un peu le palais, parce que ça fait vraiment beaucoup de fois le goût sucré dans ta bouche, quoi. Ouais. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Je pense que et là, du coup, c'est un peu similaire à ce que tu pourrais vivre dans un ultra. Et du coup, je me retrouve à la fin de mes 3 jours d'itinérance avec un paquetage comme ça de, tu vois, 500 grammes, voire 1 kilo de gel ou de bouffe ultra spécialisée que je gardais et que je transportais pour rien. Ouais, okay. Et du coup, maintenant, je vais être un peu plus light sur la bouffe, enfin que j'embarque. Et en me disant que je vais être un peu à l'opportunité, sauf si je suis dans un endroit ultra sauvage où je sais que ça va être très compliqué de me reset. Mais tu vois, là, si tu vas en Chartreuse, il y aura forcément des moments où tu vas passer par des petites auberges ou des petits... Je passe par 3 villages. Je le sais, un village à la moitié du premier jour, là où je dors, un village à la moitié du deuxième jour, là où je dors. Donc, Et tu vois, tu vas t'arrêter... moi, le truc que je ferai, c'est je m'arrêterai dans un bar PMU et je prendrai un petit café, tu vois, après 6 heures d'effort, je m'arrêterai prendre un petit café et manger, je ne sais pas ce qu'ils servent, une crêpe une petite crêpe ou un panier. Donc, il faut penser à sa carte bleue. Il faut carrément avoir sa carte bleue, hyper important. Et un peu de cash. Un peu de cash. Je rigole, mais sur le GR20, ils ne prenaient pas la carte bleue. Et heureusement qu'on avait du cash sur les fermes parce que tu fais rien avec ta carte. Exactement, méga important. Et nous, on l'a fait dans les Pyrénées, la carte, on allait dans les refuges. Et du coup, pareil, il fallait avoir du cash. Et donc, sur la partie nutrition, alors nous, on teste on n'a pas évoqué ça, pourtant on avait discuté en off. Je pense que c'est intéressant. Donc, quand on parle de poids, toi, tu me dis, là, tu as 2 kilos de nutrition. Ce qui est hyper intéressant, c'est de te dire, il faut quand même essayer de t'assurer que tu vas avoir les apports, il faut quand même manger. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant quand tu cherches à optimiser ton poids. Il y a des marques qui vont être plus performantes en termes d'apport glucidique par kilogramme. Enfin, par gramme ou par barre. Je me bats avec ça depuis les épisodes qu'on a fait et que les auditeurs trouvent en ligne sur la nutrition. Je me bats avec ça aussi pour dire tous les produits n'ont pas le même grammage de glucides. Et alors là, tu vois, c'est intéressant parce que c'est un truc que tu le retrouves. Généralement, c'est une considération qu'on a plus par rapport à la perf. Ouais. Et là, c'est un enjeu de transport de poids. Ouais. Et donc, nous, on bosse beaucoup. Alors, nous, on a souvent consacré Morten. On regardait souvent cette marque. Non pas pour les enjeux d'apport glucidique, mais pour des enjeux de poids, en fait. Parce que, tu vois, genre, je prenais... Là, j'ai les drink mix, hyper intéressant, parce que sur un drink mix, en fait, tu transportes pas d'eau. Donc, très léger. Et par contre, là-dedans, tu as 95 grammes de glucides, ce qui représente, tu vois, l'équivalent de glucides que tu aurais là-dedans. Enfin, ça va peut-être être 2 ou 3... Compote. Ah, c'est ça. Donc, 300 grammes. Et donc là, tu n'as même pas... T'as ton truc qui fait quoi ? Il fait 83 grammes. Et là-dedans, t'as 75 grammes de glucides. T'as 4 compotes. Non, mais de toute façon, les auditeurs le verront, parce que là, c'est Morten. Moi, j'utilise, comme j'ai dit, Never Second, et je vais montrer après ce que je vais utiliser moi. Et c'est exactement le même genre de sachet. 90 grammes de produit, t'as quasiment 90 grammes de glucides, c'est pareil. Donc ça, en fait, c'est une très bonne réflexion. Et la poudre, du coup, hyper intéressant parce que tu transportes pas d'eau. Mais vraiment, truc à ne pas négliger, la nutrition, éviter de transporter des trucs trop chargés.
Et c'est, par contre, paradoxalement aussi un compromis à trouver parce que tu vas pas tenir 4 jours avec du Morten. Oui, bien sûr. Et il faut que tu aies des trucs hyper gourmands. Donc, je sais pas, moi, je coupe souvent, personnellement, on a des trucs, on a du Ta, on a du NAC, tu as des bars, tu as les bars NAC hyper gourmands, ça passe. Après 6 heures d'effort à bouffer du Morten, une barre cacahuète, je trouve que ça passe super bien. Ou des gaufres, tu as des trucs un peu gourmands. Et il y a une autre marque que je trouvais très cool aussi, et le gars est super sympa, il s'est fait localement, c'est Fort Ultra. Et donc ils font des petites purées, tu vas avoir des lentilles corail, des purées lentilles corail, ou des purées, tu as la betterave ou des trucs. Donc c'est du salé et ça ressemble à des plats. Donc tu as envie au bout d'un moment, tu vois, t'es parti à 5h du mat et t'arrives vers les coups de midi, tu as envie de manger un vrai truc, un vrai repas. Paradoxalement, c'est pas les trucs c'est des compotes qui contiennent pas énormément de glucides. Donc d'un point de vue énergétique, c'est assez pauvre si tu compares à du Morten. Mais par contre, la recharge mentale... La rupture avec ce que tu as mangé. Pour l'alimentation, à l'effort, je trouve que c'est clair. Pour l'alimentation, le soir, c'est assez simple, c'est vous mangez là où vous êtes. Ouais. C'est ça, les plats qui sont proposés, etc. Ok. Donc pour les personnes qui suivent un régime alimentaire particulier, pensez à regarder à la carte s'il y a, par exemple, l'option végé, si vous êtes végé ou des trucs comme ça. Parce que des fois tu l'as pas forcément, on va dire. Tu vas dormir dans un refuge espagnol, faudra être souple sur le chorizo et sinon t'auras pas grand chose à... Mais voilà, c'est sûr, c'est clair que ça fait partie de la prépa de checker que l'endroit où on va est compatible avec son régime alimentaire, si on a des intolérances ou des trucs comme ça. Et puis ça veut dire que ta trace, tu vas peut-être la tracer différemment avec un autre refuge. Exactement. Plutôt que le 1, faut avoir juste pensé à ça, quoi. Exactement. La petite question que j'avais à te poser avant de passer au matériel lui-même, parce qu'il me semble que c'est ça qu'on n'a pas encore abordé, c'est une petite question sur l'hygiène. Comment tu fais? T'as un petit kit, brosse à dents, savon, mini serviette, toute petite. Comment tu fais le petit kit hygiène? Moi, je suis partisan du très très light. Ouais. Je vais jamais être Ben derrière, c'est en train de rigoler, j'imagine. Lui, il va prendre vraiment une trousse de toilette avec du parfum et de la crème hydratante. Non, je rigole, mais tu vois, je pense que ça va dépendre un peu de ce que tu cherches. Enfin, moi, je vais pas mal, généralement, si tu vises un hôtel, tu vois, 2-3 étoiles. T'auras les petites mignonnettes, là. Déjà la serviette, les draps, tout ça, c'est réglé. Ouais. Tu peux même des fois compter dessus pour ta brosse à dents. Ouais, et des fois, ils en ont. Bon, c'est pas hyper, pour le coup, c'est pas hyper éco-responsable parce que je pense pas qu'ils la recycleront. Pour les étirances, on a investi là-dedans. Ah, c'est génial, ça. Donc on a une petite brosse à dents avec dentifrice. Avec dentifrice. Tu trouves ça où, en supermarché? On l'avait acheté chez Choulanka à Bordeaux. Ils avaient un gros rayon randonnée et t'as des petites brosses à dents comme ça, okay, ultra compactes. Et voilà. Okay. Si tu en fais pas mal, ça va coûter, je sais pas, les 15 € à tout péter. Ça ne doit pas être le plus gros investissement. Et c'est quand même bien pratique, ça prend pas de place. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on prend pour la brosse à dents. Savon, généralement, on compte sur l'hôtel. Donc à chaque fois on a toujours trouvé sur place. De toute façon, même un petit bout de savon de Marseille que tu pètes toi-même, ça va être comme ça, tu le transportes, c'est pas ça qui va exploser le poids de ton sac en fait. On prend toujours un petit paquet de mouchoirs sur nous. Là on est un peu dans les annexes, tu vois, mais c'était avant de rentrer dans le gros du matin. Si on est dans les annexes, on prend toujours un truc de crème solaire comme ça, okay. Un petit tube, tu passes quand même 8 heures. Potentiellement plein cagnard, ou même si tu es sur les nuages, tu passes du temps en montagne, donc ça vaut le coup de se protéger. Et après, dans les petits accessoires un peu annexes... une powerbank. Ouais, donc powerbank, moi j'avais fait une petite étude de marché là-dessus. Ouais. Gros enjeu, parce que alors moi j'ai un enjeu créa de contenu. Ouais. Quand on va faire des séances, il faut que je puisse filmer pendant toute la journée. Et où tu vas partir dans un endroit remote où tu vas pas forcément pouvoir recharger. Ouais. Et donc le côté banque de chargement est important et ça pèse vite lourd. Ouais. Et celle que j'avais trouvée, c'était celle de Nightcore qui faisait ça. Et là, c'est une 10 000 mAh. Donc ça me permet de charger 2 fois un iPhone, typiquement. Et c'est hyper léger. Enfin, tu vois, hyper léger, hyper compact. Ouais, ça pèse rien. Et du coup, généralement, je peux le mettre dans ma poche avant du sac. Sherpa, en même temps avec le câble chargé, donc j'arrive à recharger mon téléphone en même temps que je filme. J'ai une chaufferette quand il fait super froid, si jamais ça peut être cool. Ça peut faire du bien. Ça, c'est genre typiquement le truc que tu peux embarquer quand tu vas faire
Nous, on avait fait une itinérance, on était parti 3 jours dans les Pyrénées et ils annonçaient genre 0 degré, du vent, de la neige, de la pluie, des passages de col. On s'est pris du -10 avec des rafales de vent horizontales. C'était vraiment hardcore. Il y a des passages où on arrivait, on était frigorifiés. Et tu te mets, t'arrives au refuge, enfin tu as un hôtel ou dans un refuge et tu te mets la chaufferette dans ta paire de gants. Ça peut être cool. Et ça prend pas de place. Tu vois, là, il y en a 2. Couverture de survie indispensable. Là, je l'ai pas, mais indispensable. Tu pars. Je pense couverture de survie, un bandage auto-adhésif, un strap, peu importe, et des compides pour les ampoules, un truc comme ça. Frontal. Donc même si tu pars sur la journée, tu peux peut-être partir tôt le matin, ou des fois tu es en montagne. Donc faut pas obliger. Enfin, tu vois, généralement, on peut avoir un biais, surtout les trailers. C'est que on part quand on va faire des sorties à la journée, on a tendance à oublier qu'on est en montagne des fois, tu vois. Et là, on va partir. Donc là, tu pars pour 2 jours, mais ça peut mettre sur 3 jours. Et sur 3 jours, tu peux te retrouver vite très isolé. Et les conditions de sécurité peuvent vite être dégradées. Donc c'est hyper important de pas oublier ça, tu vois, quand tu vas partir faire une itinérance, que t'es en montagne, tu vois, et que ça peut vite dégénérer. Si jamais tu te paumes, si jamais tu restes coincé, si jamais tu te tords la cheville et que tu avais prévu une journée de 40 km pour relier un point A à un point B et que tu es à la moitié, tu es vite isolé, donc tu peux vite te retrouver à passer une nuit ou du temps en montagne. Donc c'est hyper important d'avoir du matos de sécurité. Mon frontal, alors plusieurs approches. Je sais que je vais avoir... Là, j'ai pris 3 frontales parce que c'est 3 frontales que j'utilise de manière à peu près équivalente selon les contextes. Je trouve que la plus légère et la plus compacte, ça va être la Be-Light. Hyper efficace. Donc ça, je sais si j'ai pas des gros passages en montagne, que c'est plus de la sécurité. C'est vraiment une frontale de sécurité. Pour moi, Be-Light, c'est la plus light du marché et elle prend vraiment pas de place. Donc je sais que je l'ai Be-Light d'un côté. Ensuite, je vais mettre Stutz si je sais que j'ai quand même des passages de nuit à faire, mais que j'ai pas prévu de passer une nuit dehors ou que les enjeux de sécurité sont pas hyper forts. Et après, je prends la Gollum si je suis en mode, tu vois, typiquement dans les Pyrénées, j'ai pris Gollum. Parce que je sais on était dans des endroits qui étaient très reculés. Ok, admettons, tu te retrouves à pas réussir à joindre, et c'est ce qui a pu se passer. À un moment, on allait peut-être pas réussir à joindre un passage de col à cause de la météo. Tu vois, c'est cool d'avoir une frontale qui va pouvoir te tenir. Et c'est l'avantage de Gollum, c'est l'autonomie. Et l'autonomie pour Gollum. On salue Adrien au passage de Gollum, qui est pas très loin. Qui a une centaine de mètres de chez nous. C'est ça. Voilà, les 3 options. Et Be-Light pour Baptiste, qu'on peut saluer, Baptiste Elmarèche, qu'on peut saluer. Ça marche. 3e élément, autre élément de sécurité intéressant qu'on avait pris, c'était des passages dans la neige ou dans des passages sur alors je sais pas de glaciers, mais des petits névés ou nous il y a eu des petits passages vraiment, c'était pas des glaciers, mais c'était des passages de neige solide, des crampons. Et ça, c'est les plus compacts qu'on ait trouvé, les plus compacts et les plus... Tu vois, là, tu as des crampons avec des pics. Ouais, j'ai les mêmes... Enfin, ça ressemble beaucoup, mais en tout cas, ça, c'est super intéressant. Alors, j'y pense, mais l'an dernier, quand j'ai fait la reco de l'échappée belle, c'était hyper important. Et donc, effectivement, avoir des crampons, c'est... Donc, ça s'enfile par-dessus la chaussure. Donc, tu vois, tu l'enfiles comme ça, là, tu rentres la chaussure là, et tu l'enfiles comme ça. Nous, dans les Pyrénées, on n'aurait pas pu. Il y avait des passages, c'était impossible à faire sans. Impossible. Enfin, même pas. J'ai pas dit dangereux, j'ai dit impossible. Quoi. Il suffit que tu aies une couche de glace un peu prononcée parce que ça n'a pas fondu et tu passes pas en fait. Tu passes ton temps à glisser, c'est mort quoi. Et donc voilà pour le matériel de sécurité. Ok. Et je crois que là, on a fait le tour du matériel, on va dire l'annexe du cœur de ce que tu vas mettre sur toi. Maintenant, je te propose qu'on passe un peu au matériel. Vous, en tout cas, en tant que marque Wize, puisque c'est un peu une des parties de votre ADN. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que tu me conseillerais d'utiliser sur une itinérance en produit de chez vous? Alors, je pense que c'est... Donc, on va commencer par la structure. Non, même par la tenue. Donc, là, pour samedi, ce qu'on t'a préparé, c'est un short. Il faut bien voir que quand on a commencé à parler d'itinérance, ce sujet-là d'itinérance, pour nous, c'est un truc qu'on a trouvé ça en fait super cool. Parce que tout le matériel qu'on a développé est hyper compact, hyper léger, et on a surtout développé aussi une sorte d'expertise en portage de matériel, et que du coup, tu vois, les précédentes itinérances qu'on avait faites, je pense par exemple celle au Népal,
on avait vite été confronté au fait que tu te retrouves avec, si tu pars sur 3 jours, tu te retrouves vite avec un gros sac de 20-30 litres, tu vois, 20, même si il est léger, si tu arrives à le faire à peu près léger, il va vite être encombrant et tu vas pas retrouver les sensations du trail. Et pourquoi nous, c'est devenu vraiment une pratique qu'on kiffait à fond? Parce qu'en fait, tu vas vite voir que tous les matos qu'on va charger dans ton sac va être hyper léger et tu vas avoir la sensation de partir sur un sac de trail, quoi. Ouais, ok, très bien. Donc là, pour commencer, nous, on t'a préparé un Sherpa Race, un short Sherpa Race. Donc, qui est le petit frère du Sherpa Max que j'ai testé et que les gens peuvent trouver, les auditeurs peuvent trouver sur la chaîne. Exactement. Donc, tu as 500 ml de portage à l'avant, tu as 500 à l'arrière, tu as 2 petites poches latérales, ici, accès rapide, où tu vas pouvoir mettre des gels, tes clés, etc. Donc, tu as pas mal de portage. Et donc, ce short, contrairement au Sherpa Max, qui a des poches portables sur le côté. Ici, il n'en a pas. Mais il a un petit boxer intégré. Voilà. Est-ce que le boxer qui est à l'intérieur, ça ressemble à votre nouveau boxer là, qu'on peut trouver en ligne ou c'est C'est la même matière. Ça peut ressembler au petit boxer qu'on a commercialisé. Donc, comme ça, les auditeurs, s'ils veulent voir un peu ce qu'il y a dedans, ils peuvent regarder le boxer. Ce sera similaire en structure. Ouais, exactement. Il est inspiré, le nouveau boxer est inspiré de celui-ci. Ok, trop cool. Donc, un Sherpa Race. Pour la journée, je mettrai en haut le t-shirt Ultra. Ok, donc votre nouvelle gamme. Ouais. Donc ça, en fait, ce qui est cool dans ces produits, c'est que c'est des produits qui sont, tu vois, c'est assez polyvalent. Tu vas être très bien sur des très fortes chaleurs avec ça, parce que les matières sont hyper légères et hyper respirantes, et ça sèche hyper vite. Et donc tu vas jamais être trempé. Donc tu sais, c'est de la chaînette Rimb extensible, donc ça garde pas l'eau. Donc t'es jamais trempé. Tu vas pas avoir cette sensation de t-shirt mouillé qui s'alourdit. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'imagine que c'est le même textile que le t-shirt long, manche longue, que j'ai déjà de vous, que j'ai montré plusieurs fois sur la chaîne Courir Mieux. Et la dernière fois, je l'ai enlevé. J'étais trempé parce que j'ai pris la pluie. Je pense qu'en courant, en 30 minutes, 20 minutes, j'étais sec. Donc ça sèche vraiment super vite, quoi. Ça, c'est agréable. Donc voilà, c'est la même matière, sauf qu'en manche courte. Donc ça, c'est top. Enfin, moi, c'est comme ça que je recommanderais de partir pour une journée de trail. Et l'avantage de ces tenues, de toutes les matières, c'est qu'elles sèchent super vite. Comme tu as dit, en 30 minutes, tu étais sec. Le soir, quand tu vas arriver au refuge, le but, c'est de pas embarquer une garde-robe de ouf. Et donc, le soir, quand tu vas arriver au refuge ou à ton truc, tu vas aller dans ton lavabo et tu vas rincer ton t-shirt de la transpi. Tu vas peut-être le savonner un petit peu pour lui donner un petit côté de fraîcheur et tu vas le laisser sécher dans la nuit avant d'aller prendre ton repas. Et le lendemain matin, tu vas t'habiller, tu auras un t-shirt qui sera sec et comme neuf. Et tu n'auras pas transporté du matos inutile. Moi, j'embarque jamais une deuxième paire. J'ai 2 paires de chaussettes, mais j'en ai une pour le soir, une pour la journée. Et je réutilise toujours la même pour la journée. L'idée, c'est d'avoir, tu vois, plutôt de se dire, tu profites de ton Airbnb ou de ton logement le soir pour pouvoir faire ta lessive des vêtements de la journée. Et ça sèche sur une chaise. Tu poses sur une chaise le lendemain. Si tu le fais le soir, le lendemain, c'est sec, quoi. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Donc, t-shirt et short Sherpa Race. Donc ça, c'est ce que tu vas porter pour la journée. Ok, très bien. Et après, donc la pièce maîtresse de ton portage, c'est le sac Sherpa. Donc ça, c'est votre nouveau, c'est ça? Ça, c'est la nouvelle version, ouais. Donc c'est pas celui que j'ai testé l'an dernier, qu'il y a la vidéo en ligne, c'est le nouveau modèle qui a quelques évolutions. Ouais, alors qui est sensiblement le même, mais avec quelques petites modifications substantielles, enfin très... Bien sûr, il y aura son test après l'itinérance, il y aura son test sur la chaîne également, hein, donc on pourra le retrouver plus en détail, mais c'est quasiment le même à quelques détails près. Donc sur ce sac, on va le charger après. Je propose qu'on commence, avant de commencer à le charger, je propose qu'on aille sur la partie de comment on va la stratégie de charge. Ouais, très bien, ça me va. Donc en fait, le sac, il a vraiment deux phases de chargement. Il y a la phase de chargement qui est accessible en courant. Donc c'est grosso modo, c'est ces poches-là. Donc là, tu as 1,5 litre de matos, 1,5 litre de matos. Après, tu as la poche arrière ici. Là, tu as 3 litres. Le tunnel, ouais, tu as à peu près 3 litres, voire peut-être un peu plus. La nouvelle poche dedans où on peut mettre une flasque. Ouais. C'est ça. Donc, bon, j'en reparle. On va dire, mais voilà, ils vont mettre une 500, flasque aussi. De 500. Ouais. Donc, qui est là, qu'on ne voit pas forcément à la vidéo, mais tu as ça. Ouais. Plus ici, celle-là. Ouais. Donc, tu vois, le sac est. Moitié, là. Exactement. Le sac est coupé en deux. Ouais. Donc, l'idée, c'est que ce tunnel-là, tu peux y accéder latéralement. Ouais. Comme ça. Et ça, comme c'est coupé en deux, ça tombe pas au fond. Ouais. Et ça, tu peux mettre, tu as à peu près aussi 2 à 3 litres de chargement. Donc tout ça, c'est les trucs que tu vas porter, c'est le chargement que tu vas mettre et dont tu vas potentiellement te servir pendant la journée. Et après, dans ce sac, il y a une phase, il y a une dernière poche qui, elle, est la poche vraiment dorsale ouais, qui va là-dedans et qui, elle, n'est pas accessible en courant.
Donc, tu vois, moi, ce qu'on voulait dans ce sac, il a été développé pour la même chose. Ce qu'on voulait, c'était ne pas se retrouver dans ce schéma de randonnée où, en fait, dès que tu as besoin de quelque chose, il faut aller sortir, il faut t'arrêter, tu sors ton sac et tout. Là, tout est accessible. Tu n'as aucune raison de t'arrêter sur ta sortie trail, en fait. Le seul truc, le seul moment où tu es censé t'arrêter, c'est au refuge ou pendant tes phases. Et du coup, donc cette poche-là, elle a vocation à garder tout le matos dont tu vas te servir la nuit. Alors attends, il y a un problème pour moi là. C'est que si je mets là-dedans mon matos de nuit, je vais le mouiller. Enfin, il va être collé à mon dos, donc... Donc là, généralement, ce qu'on a fait au début sur les premières itinérances, donc on mettait ça dans des sacs, quand tu appelles ça... congélation. De sacs congélation. Donc on mettait tout notre matos, sauf que le sac congélation, ça a un peu ses limites. Alors déjà, sur 3 jours d'itinérance dans le sac, tu as tendance à le défoncer et il finit toujours par y avoir des trous dedans. Il y avait un petit sujet là-dessus. Il y avait un sujet sur l'accessibilité du matos de ce sac congélation. Genre grosso modo, tu es obligé de l'ouvrir complètement, de le dézipper et accéder au truc et foutre en bordel et le replier. L'autre truc qu'on n'aimait pas du tout avec les poches congélation, c'est que tu sais, c'est une matière qui est très plastique. Ouais. Et du coup, quand c'est en contact avec le dos, ça a tendance à te faire surtranspirer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et faire, tu vois, parce que ça respire pas. Ça respire pas, ouais. Et donc, tu avais ces 3 points. Tu avais le côté fragilité, durabilité, durabilité, accessibilité et sensation de surtranspiration de la poche. Okay. Et donc, on a développé ces petites poches. Ouais, donc elles sont développées spécifiquement. Donc, tu vois, le zip, tu vas pas le mettre dans le dos, tu vas le mettre comme ça. Et donc, tu vois, voilà. Donc, ça, c'est les officiels qui vont là-dedans. Et en fait, ce qui est super pratique, donc là, la matière, c'est un truc imperméable et qui va être agréable contre le dos. Tu vois, c'est une matière, il y a un layer dessus. Okay. Et en fait, ce qui est assez intéressant là-dedans, donc c'est là-dedans que tu vas mettre tout ton matos de nuit. Qu'est-ce que tu mets comme matos de nuit généralement, toi? Tu prévois quoi? Donc, on va commencer par ça. Ok, très bien. Ça va dépendre de la météo. Donc, le premier, en haut, généralement, je trouve que, en fait, je partirai avec le manche longue 220. Qu'on a renommé Ultra Shirt, manche longue, long sleeve, pour aller avec l'Ultra Shirt, pour que ce soit plus cohérent, plus lisible dans les gammes. Mais pour moi, ça, c'est super cool de l'avoir dans le sac, parce que si jamais tu as une journée où il fait super froid, tu peux échanger avec ton t-shirt. Et le soir, moi, je trouve ça... le soir, après ta journée où tu peux être un peu fatigué, c'est cool d'avoir un manche longue. Éventuellement, tu retrousses les manches s'il fait chaud, mais tu vas avoir un petit côté pyjama, tu vois. Ouais, je comprends. Et si tu as froid la journée, tu pourras toujours compter sur lui. Exactement. Donc moi, je prendrai ça. Okay. Et on va, cette pièce-là. Et alors, pour le haut, que je vais compacter. Ok, vas-y, montre-moi comment tu compactes. Alors, j'ai pas de... je vais le faire... juste le plier bêtement. J'ai pas peut-être de stratégie encore développée de pliage pour optimiser le compactage. Il y a peut-être des choses à faire. Non, tu le roules, j'imagine. Ouais, voilà. Moi, je vais vraiment essayer de le... Alors, c'est très bien comme ça. Je le mettrai comme ça. Okay. Et je vais compléter avec... votre FKT... Le FKT Pants. En fait, ce pantalon, c'est un pur produit des itinérances qu'on a faites avec Axel. Il y avait ce sujet de, à chaque fois qu'on arrivait le soir au refuge, enfin, tu vois, à chaque fois, on se demandait, ok, c'est quoi le matos qu'on va mettre pour être au refuge et en même temps, on voulait pas on voulait être confortable, on veut pouvoir être en sécurité, termes de chaleur, et etc. Mais on veut pas transporter du matériel inutile et qui prenne trop de place. Donc ce pantalon, il peut à la fois servir si jamais, tu vois, typiquement dans les Pyrénées, s'il faisait super froid, on pouvait l'enfiler et courir avec. Est-ce que ça marche comme pantalon des fois qu'on te demande sur les courses, quand on demande d'avoir un pantalon, quelque chose jambes longues ou pas? Personnellement, je trouve que c'est mieux ça. Enfin, tu vois, s'il n'y avait pas cette contrainte, tu as homologation. Imperméabilité. Ouais, ok. Entre ça, qui est un traitement déperlant de psychopathe. Hein. Ah ouais. C'est pas le truc, c'est qu'il n'y a pas de membrane. Tu vois, il n'est pas imperméable. Mais tu as vu le traitement déperlant. Enfin, donc ça, c'est un traitement déperlant entre ça, qui va sécher hyper vite, qui est stretch. Du coup, en fait, on va pouvoir avoir un fit qui est un peu plus serré. Tu as un peu moins baggy que tu vas avoir avec un pantalon imperméable. Tu vas être vraiment confortable. La matière, elle se stretch vraiment, quoi. Donc c'est un peu comme un jogging, comme un jogging, sauf que c'est une matière hyper technique, résistante. Tu vois, elle va résister à l'abrasion et tout.
Donc ça, tu peux t'en servir pour courir la journée, tu peux aller courir dans la neige, tu vas vraiment pouvoir faire de l'aventure avec, faire de l'escalade, tu vas te frotter à des rochers et tout. Okay. Mais le soir, tu vas aussi avoir, quand tu mets dedans, c'est hyper confortable, ça ressemble à un jogging. Et donc c'est un bon produit, tu vois. On a laissé le truc. Est-ce que tu veux qu'on fasse une coupe? On fait une coupe comme ça et on va faire disparaître l'eau. Vas-y. Voilà. Donc voilà pour l'FKT Pant. Ok. Et ça, tu vas voir, super cool le soir. Ok, parfait. On le compacte. Et donc il prend assez peu de place dans le sac. Avec le long sleeve. Donc voilà. Ça, c'était ta tenue du soir. Du soir, ok, très bien. Après, il va y avoir un autre produit que moi je mettrai dans le sac. Peu importe la météo. C'est la nanoshell. Ah ouais, bien sûr. Donc nanoshell, l'avantage, donc ça c'est la tienne, hein. L'avantage c'est que donc c'est un produit, tu as du mérinos ici, donc ça va t'apporter la chaleur. La chaleur, ouais. Et c'est un produit qu'on avait développé justement, ce qu'on voulait c'était avoir avoir un produit qui était ultra compact et chaud, trouver le bon compromis. Donc là je sais pas quel est ton niveau s'il fait froid ou pas. La journée, non, je vais avoir grand soleil et puis le soir il va faire frais. Mais la journée je vais être à une vingtaine de degrés. Mais t'es en auberge? Le soir? Ouais. Non, je vais être en tente de. En tente. Ah, tu vas être en tente de toi. Mais j'aurai ça, le manche longue et au pire la troisième couche. La Black Shell. La Black Shell, donc je pense que je serai tranquille. Ok. Et le soir, il fait combien? Peut-être une dizaine de degrés, quelque chose comme ça. Ok. Mais normalement, avec ça, plus la Black Shell. Ah oui, je pense que je suis entre le manche longue, ça et la Black Shell, je pense que je suis tranquille. J'aurais été en refuge, ou tu vois, dans un endroit couvert, je prendrais la nano parce que je sais que le soir, a priori, il n'y a pas de raison pour que j'ai trop froid, tu vois. Oui, moi je dors en extérieur, c'est peut-être ça ma contrainte. Et t'as quand même une contrainte sur le fait que tu dors en extérieur, mais la nano, voilà, ce qui va être cool, c'est que tu vas. On va la compacter. Ah, tu la ranges dans cette poche? Voilà, tu la mets là-dedans. Elle est faite pour. Hein. Ah, ok, j'ai jamais osé le faire. Voilà, comme ça va te. Donc, tu vois, ça, c'est la force de la nano, c'est que c'est une veste chaude. Ouais. Mais quand on dit qu'elle est ultra compacte, ça prend vraiment pas de place, quoi. Ouais. Très bien. Donc là, tu as tes 3 produits pour le soir. Si la fois, quand on était dans les Pyrénées, qui faisait hyper froid, on avait un produit qu'on n'a pas dans notre gamme, mais qui sortira cet automne, qui est une sorte. Alors, c'est pas vraiment. C'est un pull, donc c'est la matière de la nano, mais intégralement. Intégralement dans la matière de la nano. Donc s'il faisait plus froid, ça aurait été une option. Plus froid, c'est une option. Il est un peu moins compact. Tu vois, il est un peu moins compact que la nano. Ouais. Mais par contre, voilà, là pour le coup, t'as un vrai apport de chaleur. Okay. On l'avait pas encore sorti celui-là. Mais c'est ce qu'on avait utilisé sur des trucs vraiment froids. Okay, très bien. Donc là, première étape, on va essayer de charger un peu ça. Ouais, très bien. On va essayer, tu sais ce qu'on oublie? Dis-moi. On oublie ton boxer pour la nuit et des chaussettes. Donc, je les ai mises là. Dans le matos annexe, moi, le soir... Ah oui, une paire de chaussettes. Moi, s'il fait froid, généralement, je prends une paire de chaussettes une paire de chaussettes en mérinos. Ok, d'accord. Tu vois, comme ça, j'ai un gros apport de chaleur et je sais que le soir... En fait, quand je prends pas de chaussures de rechange. Ouais. Et du coup, t'es content de quitter tes vieilles pompes toutes crades et toutes humides. Et en fait, généralement, on va compter sur le refuge pour pouvoir soit nous fournir des crocs, des petites sandales, tu vois, des sandales, ou sinon on va juste se balader pieds nus dans l'hôtel, tu vois, en chaussettes. Bon, ça fait un peu route, mais tu vois, si t'as donc moi j'ai une paire de chaussettes en mérinos que je prends comme ça. Et peut-être que moi, alors j'y pense, mais j'ai le short 220 BPM qui peut faire l'affaire. Exactement. Et sur ma première itinérance, je prends des shorts 220 BPM comme short de nuit. C'est ce que je vais faire, je pense. Je l'ai pas amené, mais je l'ai et je pense que je vais faire ça. Et je l'avais fait à l'époque dans le Pays Basque et il faisait super chaud le soir. Et du coup, on n'avait pas de FKT à ce moment-là. Et je m'étais juste baladé le soir en 220. 220, c'est vraiment intéressant parce que, tu vois, en termes de compacité. Ouais, ça, c'est un short, quoi. Ouais, non, c'est très bien. Ça, c'est ton short, quoi. Ouais, c'est clair. Pour la nuit. Donc, tu vois, en termes de place, ça te fait short slip. Ouais. Et tu peux pas avoir plus compact. Donc maintenant, ça, il va falloir le répartir dans ces 2 poches. Ouais. Et en plus de ça, il faut que tu embarques ton matos de sécurité. Alors, peut-être le matos de sécurité, on le mettra à côté. Il faut que tu embarques ta brosse à dents. Ouais. Éventuellement le chargeur Nightcore, ça dépend si tu veux le mettre là ou dans ta poche avant. Tu vois, ta carte bleue ou des trucs comme ça. Et donc
généralement, c'est bien de répartir ces produits là-dedans et pour protéger, tu vois, faire en sorte que ça soit pas, que les trucs durs soient pas à même la peau. Ok, très bien. Donc on va charger ça. Montre-moi comment tu charges. Donc. Hop. Je vais mettre comme ça. Ok. Tu vois. Un truc comme ça. Ouais, je pense que ces deux-là, ils y rentrent encore. Hein. Ouais, peut-être, tu vois. À mon avis, sans problème. Voilà. Ok. Donc, tu vois, ça va aller là-dedans. Ça, c'est le dessus. Ouais. Et au-dessous, je mettrai ça. Voilà. Bon, tu vois, il y a encore un peu de place là dans les poches. Ouais. Si jamais je veux. Et donc, plusieurs options. Typiquement, comment on va changer le sac, moi, je laisserai la nano shell à l'extérieur. Ouais. En shell, tu vois, donc je mettrai la black shell ici et la nano shell en accessible. C'est comme ça que je le ferai. Après, tu vois, on pourrait imaginer le bourrer là-dedans. Et... Dans le tunnel, tu mettrais la nano shell et la black shell. Ouais. C'est ça. Et en haut, ici, je la réserve à la bouffe. Ouais. C'est ça. Ouais. Ok, très bien. Ça me paraît cohérent. C'est comme ça que je ferai. Bouffe et casquette, plus... La casquette sur la tête, peut-être, non? Casquette sur la tête, mais tu as casquette ou bonnet s'il y a besoin. Moi, ce que je prends, pareil pour les auditeurs, en termes de bonnet, moi, je prends toujours 1 ou 2 cache-cou en plus. Ouais. Parce qu'en fait, un cache-cou, un bœuf, par exemple, tu peux le nouer, ça te fait un bonnet, tu peux le mettre d'une façon, ça te cache le cou. Et en fait, très vite, si tu as froid, tu rajoutes un cache-cou, il y a une différence énorme. Donc, je prends toujours, par exemple, 2 cache-cou bonus, quoi. Et alors, je viens de réaliser que j'ai fait une connerie. J'ai fait un truc pas optimal. C'est que j'ai mis mon nightcore sur la poche du dessus, qui est la partie lourde, et je ferai en sorte de plutôt mettre le lourd dans la poche du bas. Ok, donc je réorganiserai moi à la maison pour quand je ferai mon portage à moi. Mais voilà, je ferai comme ça. Tac. Donc voilà. Ok. Donc là, le sac est chargé à l'arrière. Nickel. Donc là, le sac est chargé pour ce que je vais mettre dans le dos, pour mon matériel de nuit, etc. Donc maintenant, on passe au chargement pour la journée. Ouais, donc moi, ce que je proposais, c'était d'utiliser plutôt du coup... Alors je vais la défaire parce que c'est plus facile à charger comme ça à défaire, mais en tunnel. Donc ici, tu vas avoir de ce côté-là ta nano. Ouais, très bien. Ensuite, indispensable, peu importe la météo, on est en montagne, il te faut une veste imperméable. Pour moi, c'est... genre, tu peux pas partir en montagne, même s'il fait beau, c'est non négociable parce que la météo, elle tourne vite. Sachant que la Black Shell se range en forme de flasque, on peut même la mettre dans la poche à flasque. C'est vrai. Alors, moi, je trouve ça cool de la laisser comme ça parce que tu vas pouvoir y accéder si jamais, tu vois, en un clin d'œil, tu peux la dégainer. Ouais, très bien. Après, ici en haut, tu vas mettre... Alors, moi, je mettrais... Ça dépend de la météo. Moi, je prendrais une paire de gants. Ouais. Voilà, une paire de gants, une casquette. Ouais, très bien. Et bah tiens, t'as encore le... Que je peux éventuellement mettre sur ma tête. Ouais. Que tu peux éventuellement mettre sur ta tête. Et bon, tu vois, là, pareil, tous les petits détails de la marque, mais tu vois, la casquette, on l'a construite pour qu'elle soit hyper compacte. Tu l'abîmes pas en faisant ça, c'est ok. Ok, très bien. Et elle est faite pour être compactée. Ça marche. Donc voilà, hop, tu la fous là-dedans. J'ai une frontale. Donc là, a priori, tu pars pas... Genre 0 nuit. 0 nuit. Moi, je mettrais plus une frontale de sécu. Ouais. Donc style B-Light. Et donc ça, c'est bon pour le dos. Ouais. Tu prends des bâtons ou pas? Ouais. Carquois. Votre nouveau Carquois. Donc en effet, notre nouveau Carquois. Tac. Donc... je vais y arriver. Donc ça, tu le passes là-dedans. Bon, là, je t'ai mis... Éventuellement, tu t'adapteras à l'autre côté. Tac, ici. Et ça, comme ça, de ce côté-là. Tu viens me graisser. Ouais, c'est le petit passant là-haut. Exactement. Voilà, donc là, tu as ton carquois. Ouais, très bien. Alors, c'est vrai que là, je l'ai mis en diagonale, mais en vrai, quand ton sac est vraiment bien plein, ça marche. C'est mieux, limite, de le mettre en... Ouais. Okay, je l'ai mis comme ça spontanément parce que il n'est pas toujours chargé, mais en latéral c'est très bien. Donc on va le remettre correctement. Et carquois. Et maintenant le dernier point. Ah oui, donc tu pourras rajouter par-dessus les bœufs. Ouais, bien sûr. Voilà, tout ça. Mais qui passe également dans des poches avant. Hein. Ouais. Et maintenant
du coup, sur les poches avant. Donc on met le sac, on va le fermer. Et là, donc tu as ta flasque. On va mettre, donc niveau nutrition, j'essaie d'estimer à peu près. Mais pour moi, d'après ce que tu m'as dit, Ça fait à peu près tout ça ça fait à peu près tout ça sur, pour la journée numéro 1. pour les deux. Ah, pour les deux. Très bien. Moi c'est ce que j'aurais pris pour les deux. Ok, très bien. Là, ouais, normalement pour les deux, là, moi c'est ce que j'aurais pris. Mais donc tu vois, grosso modo, je vais scinder la bouffe que j'utilise la journée. Ouais. Celle que j'utilise la journée, je la mets, en fait, je la mets dans les poches avant. Ouais, je répartis sur les poches avant. Tu vois, comme ça. Et après, celle du lendemain. Dans la poche arrière. Poche arrière. Et normalement, ça rentre. Voilà. Donc là, ton sac est chargé. Il ne restera plus qu'à rajouter les flasques. Ouais, par les côtés. Et bon, là, il est plutôt fait pour être chargé quand tu le portes, mais ouais, bien sûr. C'est marrant à faire comme ça. Mais en gros, voilà l'idée. Voilà l'idée. Ok, très bien. Le téléphone, tu le mets où? Dans le short? Et moi, le téléphone, je le mets toujours dans la poche. Ok, ça va. Mais là, toi, t'as le short. Et du coup, ouais, ce qui est intéressant, là, c'est qu'en fait, on t'a chargé. Donc là, t'es full équipé. Mais je peux aussi mettre des choses dans le sac, en fait. Je peux mettre une autre flasque, je peux mettre un peu de nourriture dans le short. T'as fait imaginer prendre une troisième flasque? C'est ce que je vais certainement faire. Moi, j'aime bien avoir une flasque sucrée en plus et 2 flasques d'eau, donc je mettrai une flasque dedans. Et on n'a pas parlé du matos de sécurité que tu peux rendre accessible. Mais là, du coup, sur le sac, en fait, ta petite poche dédiée à ça, elle est ici. T'en as une de ce côté-là, ouais, où tu peux mettre une couverture de survie, et t'as la même en symétrique de l'autre côté. Donc t'as 2 poches où tu peux mettre couverture de survie, strap, c'est tout. Ouais. Et tu viens de rajouter ici, mais qu'on n'a pas montré dans la vidéo. Et ben, il me semble que j'ai quasiment tout là pour partir. Carte bleue. Carte bleue qui va peut-être avec la... Ouais, puis je peux le mettre avec la couverture de survie, dans la même pochette par exemple. Donc tu me diras, moi ce que je trouve assez ouf, c'est que là, t'as vu, on l'a bien chargé. Ouais, c'est clair. Et normalement, quand tu vas l'enfiler, ce qui est incroyable, c'est que tu n'auras pas la sensation d'avoir un gros barda. Ouais. Et tu auras vraiment la sensation de pouvoir courir. Tu vois, là, au final, ton sac, c'est un sac, c'est un sac d'ultra, quoi. Ouais, bien sûr. C'est un sac d'ultra bien chargé. Ça va faire le volume que tu as sur l'UTMB, en fait. Et bah écoute, j'ai hâte d'aller courir avec ça. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Ah, vous êtes là. Salut. Et bah ouais, je suis revenu chez moi et j'ai déballé les sacs parce qu'en fait, il fallait que je fasse quelques changements quand même par rapport à ce qu'on a fait avec Guillaume. J'avais un petit peu de modifications à faire et il fallait que je commence à utiliser mon matériel à moi pour terminer de charger mon sac. Parce que il y a quand même des choses qui étaient à Guillaume et d'autres qui sont à moi. Par exemple, moi, en termes de frontal, fallait que j'utilise la mienne. Moi, je suis chez Gollum pour la lumière, donc ça c'est un équipement qu'il faut que je range. Fallait également que je prenne ma couverture de survie avec des compides au cas où je me blesse, au cas où j'ai des ampoules, un bandage, et dedans j'ai rajouté une tablette de pastilles de chlore que moi j'aime bien utiliser si jamais je croise un endroit, un point d'eau où je souhaite prendre de l'eau mais je suis pas certain de la qualité de l'eau, donc il y a ça que j'utilise. J'ai également pris une paire de gants à moi, un cache-cou, j'en ai pris 3, je vais voir si je prends les 3. Il fallait que je prenne une paire de chaussettes à moi parce que je n'ai pas la même pointure que Guillaume. J'ai également commencé à charger ma nutrition. Alors, comme je l'ai dit dans la partie précédente, moi j'utilise un peu Morten, mais j'utilise surtout Never Second. Donc j'ai commencé à prendre des gels et des boissons, des drink mix. Donc c'est exactement pareil que... c'est à peu près pareil que ceux qu'on vous a montré de Morten, mais chez Never Second, là, le sachet fait 94 grammes et j'ai 90 grammes de glucides dedans. Et enfoui quelque part là-dessous, j'ai des barres également. Donc j'ai pas mal de gels que je vais emmener un petit peu partout. J'ai des gels normaux, j'ai des barres et j'ai de la boisson. Donc il fallait que je change un petit peu mon alimentation. Donc voilà, je suis en train de terminer mon équipement. Je vais peut-être aller faire un petit footing avec pour voir si ça me plaît bien sur le dos. Et on va voir comment ça avance. Je vous propose, si vous voulez rester avec moi pendant que je charge, vous êtes les bienvenus.
Et ben voilà, le sac est chargé, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'équiper et je vais partir faire un petit footing de 20 minutes pour voir si tout va bien, si ça bouge pas, si ça me convient, et après il n'y aura plus qu'à partir sur l'itinérance elle-même. Bah c'est nickel, hein. Franchement, je suis bien content, le portage il est bien, il y a un petit truc que je vais changer dans le dos. Je pense que c'est ma paire de chaussettes que je sens que j'ai dû ranger à un mauvais endroit et ça m'appuie un peu dans le dos, mais sinon le portage est nickel. Ça bouge pas, là j'ai vraiment, j'ai tous mes gels, j'ai même encore un peu de place. Ici j'ai un peu de place, là sur les côtés ça commence à être bien blindé. Mais je suis au top, je pense que je suis pareil pour l'aventure, donc je vais rentrer à la maison. Je vais faire ces petits ajustements et après il n'y aura plus qu'à. Le petit bonus c'est que je suis parti avec le Sherpa Race là, que je porte sur moi. Et du coup j'ai pu mettre une flasque à l'avant, des gels sur les côtés, là il y a des gels. Donc voilà, c'est vrai que ça m'aide aussi un petit peu, ça augmente le portage, mais je mange pas mal quand je fais des sorties, donc peut-être que ça vient contrebalancer la quantité que je veux ingérer, mais sinon c'est nickel, il n'y a plus qu'à, du coup je vous dis à demain matin. Et ben c'est parti pour une belle petite itinérance sur cette trace en Chartreuse, en 2 étapes d'une centaine de kilomètres à peu près, et on va dire 7000 mètres. Donc voilà, je viens de commencer, j'ai tout mon matos, je rejoins ma compagne ce soir, mais si je la rejoignais pas, ce serait ok aussi, puisque j'ai vraiment tout pour être autonome. Donc voilà, une belle journée qui s'annonce, il fait frais pour l'instant, j'ai hâte d'avancer avec tout ça. Je vous fais quelques images plus tard, c'est parti! Premier sommet de la journée, on a 1700 de D+, là sur 7 bornes à peu près, c'est à dire que j'ai fait la moitié du dénivelé sur 7 km. Voilà, il m'en reste 40, ça va être plus roulant j'espère la suite. Vous pouvez voir comme c'est beau là, le rocher Charve, toujours bien équipé au niveau du portage, tout va bien, tout roule. Allez, on va au suivant. Bon, la journée commence à se faire longue. Je suis dans la dernière ascension là, direction le Petit Son, juste après le Grand Son. Et après on descendra je descendrai à Saint-Pierre pour la première nuit de bivouac de sommeil. J'ai encore tout mon matos, c'est nickel, ça bouge vraiment pas. Je suis vraiment surpris de la légèreté en fait. J'ai l'impression que j'ai un sac de trail sur le dos alors que j'ai tout mon matos pour manger demain, pour dormir cette nuit, pour me brosser les dents, pour me laver, donc c'est quand même vraiment chouette quoi. J'ai vraiment l'impression d'être en mode trail, c'est un vrai régal. Je vous montre quand je suis en haut. Ben voilà, première étape terminée. J'aurais pas mal de choses à vous raconter sur la fin de cette sortie, parce que c'était quand même bien galère. J'ai été obligé de revoir la trace
Je termine avec à peu près 8 km de trop et 1000 mètres de trop par rapport à ce que j'ai tracé sur Komoot. Donc il faudra peut-être que j'utilise notre application à l'avenir. Mais voilà. Là je suis à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Il y a le magasin d'usine d'une marque de trail qui est assez connue. Ils font station de trail aussi. Je pensais y prendre ma douche, mais ils me l'ont refusé. Donc, ils font station de trail avec douche, sanitaire, vestiaire, mais ils n'ont pas accepté que je prenne ma douche. Donc, je vais aller me mettre dans une rivière et je vous raconterai un peu tout ça en détail en débrief à la fin de la vidéo. Mais là, pour l'instant, le plus important, ça va être de récupérer, de bien manger, de bien se reposer pour repartir demain. Voilà, après une petite douche, je suis changé. J'ai le pantalon FKT, Wise, le manche long Wise ultra short et la veste chaude. C'était bien transporté dans les petites pochettes là. C'est vraiment resté parfaitement sec. Là, j'ai pris ma douche, je les ai mis juste après. C'était vraiment parfaitement sec de la journée entière, alors que j'ai passé 10 heures de trail à transpirer directement dedans. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Nous là on va s'installer, on va manger et on va tranquillement se poser dans la tente de toit. Mais là, place au repos. C'est parti pour la deuxième journée. J'ai dormi comme un bébé là dans la tente de toit, c'était nickel. J'avais fait une grosse journée donc forcément ça aide à bien dormir. J'ai pas trop de sensations dans les jambes, pour pas dire quasiment aucune. C'est toujours un peu difficile juste de se mettre en route le deuxième jour, mais bon, heureusement je commence par une longue portion avec de la montée, donc je vais pouvoir m'échauffer tranquillement, quitte à lever le pied. J'ai un petit peu retracé le chemin par rapport à ce qui était prévu, puisque quand je vois le delta que j'ai eu hier, quasiment 800 mètres de plus par rapport à ce que j'avais tracé sur Komoot, j'ai enlevé un sommet aujourd'hui en me disant qu'il y avait de grandes chances que ça me fasse exactement pareil. J'ai encore tout sur moi, le sac est encore bien chargé, je peux ranger mes affaires dans les petits dry pouch et voilà, on va avancer. J'espère que j'aurai une météo plus clémente qu'hier, parce que la deuxième partie de la journée, là, la fin de la journée, elle était pas ouf. Donc voilà, on va voir. Allez, c'est parti. Troisième sommet sur les 6, le plus difficile, Shamshod, avec cette vue de ouf là. C'est marrant parce que on vient de tout là-bas. Ah, celui-là là, c'est celui où j'étais, celui juste là, celui où j'étais un petit peu plus tôt. Maintenant il n'y a plus qu'à descendre et se faire les 3 petits derniers, mais c'est des... Normalement ils sont gentils. Allez, à toutes.
Et bah celui-là, je l'ai pas volé. Et bah c'est parti, le 5e sommet du jour est fait. Là on commence à toucher à la fin. L'arrivée est visible depuis ici. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, c'est juste là-bas. On va aller terminer ces 2 jours tranquillement. Et voilà, 6e et dernier atteint à l'instant. Juste dessous le Mont Rachet qui était sur le chemin. Et bah ça fait une belle aventure. Ça fait quasiment 9 heures que je suis parti de Saint-Pierre, donc pour ce 2e jour d'itinérance. Le matos est toujours en place évidemment. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à descendre et clôturer cette belle aventure qui est bien chargée en émotions. Après 36 heures en montagne, loin de tout, le retour en ville il fait un peu bizarre. Ça va revenir vite, mais c'est vrai que là, ça fait étrange. Je vais laisser un peu de côté tout ça, laisser redescendre les émotions et on se retrouve dans quelques instants pour un petit débrief. Me voilà revenu en intérieur après cette itinérance qui a duré 2 jours. J'ai laissé un peu tout redescendre, processer un peu les idées, réfléchir un peu à ce que j'avais vécu et les leçons que j'ai pu en tirer de cette première itinérance que j'avais fait. Et du coup, je voulais faire un petit débrief qui sera pas très long, mais sur les quelques éléments que j'ai appris et qui pourraient également vous servir à vous dans vos prochaines itinérances si jamais vous souhaitez mettre en pratique ce type d'aventure en trail. La première chose dont je veux discuter, évidemment, ça va concerner le matériel. Évidemment, le matériel de Waze, donc le sac est encore présent ici devant moi. Il est toujours chargé, je ne l'ai pas déchargé encore, il faut que je m'en occupe. Tout le matériel, du t-shirt au sac, au dry pouch, à tout ce que j'avais pour le show, etc. est vraiment extraordinaire, j'ai pas d'autres mots. J'ai passé 20 heures à courir avec tout ce matériel sur le dos. La première chose que j'ai remarqué, c'est que ce que m'a dit Guillaume était vrai. J'arrive avec la légèreté de tout le matos, on arrive à des sensations de trail, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de courir avec un sac dans lequel on a notre jogging de la nuit, notre caleçon, notre t-shirt, notre veste, notre pull. Donc ça, c'était vraiment super plaisant, ça fait vraiment une aventure trail et pas une aventure randonnée. Et franchement, tout le matériel que j'ai utilisé de Waze, là j'avais vraiment la panoplie complète, à part les chaussettes, je crois, qui n'étaient pas Waze, tout le reste était Waze. Et c'est vraiment un matériel de très haut de gamme, du matos de très haut de gamme, que j'ai pris énormément de plaisir à utiliser. Le t-shirt est génial, le short c'était parfait, le caleçon à l'intérieur, j'avais un peu peur au début de ce que ça pouvait donner et c'était super. Le portage que le Sherpa Race propose avec une poche enfin une petite flasque en plus que moi j'ai utilisé, c'était parfait, ça bougeait pas, le téléphone dans le dos non plus. Donc vraiment extrêmement satisfait par le matériel et extrêmement surpris du niveau de technicité et du niveau de qualité du matériel de Waze que j'ai utilisé. Et pourtant, je fais des tests matériels, j'en vois passer du matos et là, on est vraiment, pour moi, sur du super haut de gamme, sur de la super qualité. Et c'était vraiment un régal d'utiliser ce matériel-là pendant tout ce temps-là, du matériel qu'on oublie en fait et on a juste à profiter du temps qu'on passe dehors. La deuxième chose qui était vraiment super surprenante et qui là par contre va pas trop dans le sens de ce que Guillaume m'a dit dans la première partie quand j'étais en train de le préparer, c'est l'alimentation. À savoir que moi en fait pendant les 20 heures d'efforts que j'ai réalisés, j'ai tourné quasiment à 90% avec 2 produits. De la boisson Never Second qui était sous le format de petites poches. Donc c'est les petites poches que je vous avais montré au début quand je faisais le sac, des poches de 94 grammes qui équivalent à 90 grammes de glucides. Ça j'en avais plusieurs. Et des gels. Et j'ai tourné quasiment qu'à ça. C'est-à-dire qu'en fait, je mangeais un gel tous les 3 quarts d'heure et de temps en temps, je mangeais une barre, Never Second également. Mais je pense que j'ai consommé quasiment que des gels. Donc si vous comptez sur 10 heures, ça fait 3, 6, 9. Ça fait une dizaine de gels par jour, si je dis pas de bêtises. Une dizaine de gels par jour et 2 barres, je dirais à peu près. Aucun problème avec ces gels-là, que ce soit le premier jour ou le deuxième jour. J'avais 3 arômes, passion, fruit punch et berry. Et c'était parfait. Alors moi je les prends, tout ce qui est Never Second, l'alimentation Never Second, je la prends sur le site Watt Distribution, qui est le distributeur français de Never Second. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo avec un petit code promo si vous voulez essayer. Mais moi du coup j'ai passé 20 heures à consommer des gels et de la boisson Never Second
à raison de toutes les 45 minutes de l'alimentation de eux, et ça c'était vraiment parfait, j'ai pas eu le moindre souci. J'irais même juste 2 secondes au-delà de ça, parce qu'en fait j'ai commencé l'aventure le samedi matin en ayant un problème de ventre, à savoir que j'ai fait une espèce d'indigestion alimentaire, intoxication alimentaire le vendredi, de ce que j'avais mangé en revenant de chez Wise sur l'autoroute. Donc j'étais vraiment pas en forme le samedi matin, et pourtant j'ai commencé à manger Never Second, et même dans cet état-là j'ai pas eu de problème gastrique alors que j'étais déjà très fragilisé et j'étais pas super confiant au début de l'aventure. Donc pour moi c'était déjà un coup de cœur de base Never Second, et là ça confirme mon choix de carburer avec cette marque-là et d'utiliser ces produits-là. La troisième chose que j'ai appris et qui est super importante, je pense, pour vous à garder en tête, c'est faites gaffe à Komoot. Alors, j'ai pas utilisé d'autres applications, enfin si une, je reviens dessus dans 2 secondes, mais faites gaffe à Komoot, parce qu'en fait, quand j'ai repris à froid exactement ce que j'ai réalisé en distance, en dénivelé et ce qui était prévu, il y avait des gros deltas, surtout concernant le dénivelé. C'est-à-dire que la distance, c'était pas si loin de la réalité. En fait, le premier jour, j'avais peut-être que 2-3 km de delta. Le deuxième jour, j'avais peut-être 1 ou 2 km de delta, donc c'est pas énorme sur 50 bornes. Par contre, le premier jour, j'avais entre 800 et 1000 mètres de dénivelé, de décalage. Et le deuxième jour, j'avais 5 à 600 mètres de décalage également. Donc faites vraiment attention. Moi, j'ai tracé avec Komoot. C'est peut-être pas le meilleur choix. Peut-être que Strava, c'est mieux. Peut-être que Open Runner, c'est mieux. Faudrait que je réessaye. Peut-être que Suunto, c'est mieux. Faudrait peut-être réessayer avec d'autres choses, mais faites vraiment attention et n'hésitez pas à compter moins si vous voulez faire par exemple 3000 mètres, n'hésitez pas à partir sur 2500 mètres d'affiché sur Komoot, parce que moi là j'avais affiché 3000, 3200 et j'ai terminé à 4000 en ayant enlevé un sommet le premier jour en fait, parce qu'au final il faisait trop moche, j'ai pas pu y passer. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas pu vous faire d'image sur une partie le premier jour. Je me suis retrouvé dans du mauvais temps, il faisait moche, je l'ai enlevé ce sommet et je me suis quand même retrouvé à 1000 mètres de plus, 800 mètres de plus que ce qui était annoncé. Donc voilà, à faire attention et à retracer aussi, parce qu'en fait Komoot fait passer par les chemins, les traces les plus directes que vous trouverez. Et des fois, c'était des chemins tout droits dans la forêt qui n'existent pas vraiment, alors qu'en fait, il y a 2 lacets à faire en plus. Donc, n'hésitez pas à passer du temps à vraiment relire votre trace et être sûr qu'elle vous convient. Mais voilà, faites gaffe à Komoot. L'autre kiff que j'ai eu du coup dans cette itinérance, ça a été du coup pour la Suunto Race. Alors, je l'avais dit sur Instagram, au final, sur les 2 jours, j'ai perdu 25% de batterie. Donc ça, c'est rien du tout. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est surtout de pouvoir retracer ma trace quand j'étais à un moment où il fallait que je la retrace. Donc, quand il faisait moche, et que j'ai décidé de passer par un autre chemin pour éviter le dernier sommet. J'ai pris mon application Suunto, j'ai tracé en 2 secondes, j'ai synchronisé la montre et j'avais le nouvel itinéraire sur la montre pendant l'activité. J'ai juste activé le nouvel itinéraire et j'ai pu terminer ma trace. Donc ça, c'était vraiment super plaisant et c'est une des choses que j'ai beaucoup appréciées durant mon itinérance. Et la dernière chose que j'ai appris, on va dire, dans cette itinérance-là, et l'espèce de leçon que je vais en tirer, ça va concerner le lieu où vous pouvez vous doucher et l'organisation du soir. Alors j'avais pas choisi la carte la plus facile, c'est sûr que compter sur une station de trail, un magasin ouvert qui annonce au téléphone qu'ils font douche, peut-être que c'était pas le plus fiable, je sais pas, moi ça me semblait assez fiable en tout cas pour y croire, mais c'est vrai que du coup arriver avec le mauvais temps, l'allongement des distances, arriver 1 heure plus tard, j'étais à 5 minutes de la fermeture du magasin et j'espérais un peu de flexibilité de la part de ce dernier parce que c'est un magasin de trail, donc je me suis dit ils doivent connaître et comprendre les problématiques liées au trail, mais bon, apparemment non, c'est pas grave, j'étais à la fermeture, donc c'est aussi ma faute, c'est aussi mon problème, je suis arrivé à 5 minutes de la fermeture, donc c'est comme ça. Mais voilà, c'est sûr qu'en termes d'organisation, j'aurais peut-être dû me dire, soit partir plus tôt pour avoir pas 1 heure, mais 2 heures de battement avant la fermeture du magasin en heure d'arrivée estimée, ou alors voir s'il y a un hôtel proposé des douches ou quoi autour, mais voilà, en termes d'organisation... peut-être que les solutions de Guillaume, à savoir le fait d'aller dormir en hôtel ou en Airbnb, c'est la solution la plus safe, la plus facile à mettre en place et au final la plus facile à mettre en place en fait dans ce terme d'itinérance, puisque au final que vous arriviez 2 heures en retard ou non, vous savez que vous retrouverez votre logement. Donc voilà, ça c'est une leçon que j'ai tirée et si je dois le refaire, alors je le referai certainement en tente de toit parce que j'adore ça. Je vais peut-être juste m'acheter une douche portable, au moins je suis tranquille avec ça. Ça m'évitera de me mettre dans une rivière glacée. En plus, comme vous l'avez vu sur les images, je suis plein de terre au moment où je me plonge dans la rivière parce que j'étais tombé en essayant d'arriver un peu rapidement avant la fermeture du magasin. J'ai glissé et donc j'étais plein de terre.
Mais donc voilà, je le referai certainement, mais c'est sûr que l'organisation qui passe par un Airbnb ou un hôtel, ça doit être quand même un petit peu plus facile et peut-être que pour une première, ça vous facilitera grandement la vie. En dehors de ça, j'ai pas grand chose à rajouter, tout le reste était génial et la seule chose que je veux dire, c'est que c'est vraiment une expérience extraordinaire à vivre. En tout cas, moi j'ai adoré ce que j'ai fait. Et j'ai adoré ces moments en montagne et je pense que c'est vraiment super pour préparer de longues distances, quand vous préparez de l'ultra ou des trails longs de 80 à 90 bornes. Je pense que c'est vraiment quelque chose de super à vivre, donc si vous avez l'occasion de le faire, foncez. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, dédié à ma première itinérance en trail accompagnée par la marque Wise. Cette aventure était géniale et j'ai adoré passer ces longues heures en montagne. Le bonheur a été décuplé grâce à l'utilisation de matériel de la marque Wise, léger, confortable et d'une technicité exceptionnelle qui vient gommer les petits soucis éventuels pour se concentrer sur le plaisir d'évoluer en nature. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie à vous aussi de vous jeter à l'eau dans ce type de projet. L'organisation est au final assez simple et la déconnexion totale. Pour les amoureux de la nature et de la montagne, l'itinérance est à mon sens un moment privilégié. Tous les produits Wise que j'ai utilisés pendant ces 20 heures en montagne sont présents en description, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et maintenant pour moi, place au repos. À très bientôt pour un nouvel épisode.